certains emplois où toutes les tâches vont être remplacées par l'IA, et ces emplois sont menacés. Donc il y a des emplois, notamment l'IA administrative, pour certains emplois administratifs, ça va être un peu difficile. Donc pour pallier à ça, eh bien, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut une vraie flexi-sécurité à la française. Au Danemark, quand tu perds ton emploi pendant 2 ans, tu reçois 90% de ton salaire, l'État te forme et t'aide à trouver un nouvel emploi. Également, il faudra mettre en valeur les métiers manuels qu'on a un peu délaissés. Et donc, il faudra des formations, comme en Suisse, où on peut être plombier, on peut être un excellent plombier ou cuisinier, et on peut après se retourner vers une formation plus générale. Donc, il y a des passerelles entre des formations techniques et des formations générales dans le supérieur, dans l'enseignement supérieur. Il faudra faire des choses comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir mettre tout un système en place. Il va y avoir des emplois détruits, mais il y aura des emplois créés. Pourquoi il y aura des emplois créés? Parce que d'abord, les entreprises qui adoptent l'IA deviennent plus productives, donc plus compétitives. Et donc, la demande mondiale pour leurs produits augmente, et donc elles emploient davantage. Par ailleurs, l'IA, c'est beaucoup de nouvelles idées. Vous savez, souvent, les nouvelles idées, c'est des recombinaisons d'idées anciennes. Avec l'IA, on peut recombiner beaucoup plus. Mais des nouvelles idées, c'est des nouveaux emplois. Donc, on voit que les entreprises qui adoptent l'IA, elles détruisent et elles créent de l'emploi. Mais au total, ça n'a pas un effet négatif. Simplement, il faut aider les gens à rebondir de leurs anciens emplois vers des nouveaux emplois, ou pousser à la polyvalence, pousser les métiers aide aux personnes âgées, nursing, etc. Donc il faut mettre en place tout cet appareillage. Et je crois que Xavier Bertrand est très en pointe sur ces sujets-là. C'est pour ça que je me réjouis qu'il prenne le sujet de l'IA à bras-le-corps. Sur le sujet de la formation, parce que c'est de le la formation, sujet. de l'éducation. Et il faut un bon système éducatif, évidemment. Une flexi-sécurité, ça marche très bien quand tu as un socle éducatif solide. Eh bien, je crois qu'on ne pouvait pas mieux planter le décor de notre discussion. Un panel, je sais, qui est très attendu, hein, qu'on a beaucoup évoqué dans la préparation de ce sommet sur la question de l'emploi. Monsieur Sananès l'a rappelé ce matin, hein, c'est la préoccupation numéro 1 quand on sonde les Français. Qu'est-ce que vont devenir nos emplois? Comment l'IA va être déployée? Comment se former dans l'entreprise, hors de l'entreprise? C'est un sujet dont on avait déjà parlé en 2025 au sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle, avec déjà des premières initiatives, une charte signée par quelques dizaines d'entreprises sur le déploiement de l'IA. Et aujourd'hui, je crois que ce qui nous réunit ici, c'est la conviction qu'il faut aller plus loin. Qu'il faut aller plus loin dans le débat. Le président Xavier Bertrand a parlé tout à l'heure d'une conférence sociale qui se tiendra ici à la rentrée et qui posera ce sujet du dialogue social technologique au cœur du débat politique en France. Plus loin aussi, je pense, dans le débat démocratique, et vraiment, je remercie encore notre panel de nous accompagner tout au long de la journée. Je crois que c'est une chance rare d'avoir aujourd'hui autour de la table à la fois des perspectives très complémentaires. On a à la fois, je vais le faire dans l'ordre de gauche à droite, le leader mondial de la tech, enfin, c'est l'entreprise que tout le monde connaît, Google, dont je remercie le directeur général pour la France, Sébastien Missoff, d'avoir fait le déplacement de nous rejoindre. Nous avons 2 entreprises, mais 2 entreprises disons, qui vont éclairer sous un jour différent l'enjeu de l'IA dans l'entreprise. Mantou, Constance Névorez, sa PDG, qui est une entreprise de conseil. Je précise que Constance est aussi très impliquée dans la préparation du G7, qui aura lieu dans 3 jours à Évian. À sa gauche, de mon point de vue, Mathieu Grimont-Pré, qui est le directeur de la transformation numérique d'ADO, que vous connaissez principalement à travers sa marque Leroy Merlin. Donc 2 entreprises de regards complémentaires. Nous avons Luc Mathieu, qui est le secrétaire exécutif, comment on dit, secrétaire national de la CFDT qui, bon, depuis les années 70, est ce syndicat qui pense la prospective, qui pense les enjeux technologiques. Et Luc Mathieu, vous avez été en pointe sur ce sujet, numérique d'abord et IA ensuite. Et enfin, et je vais tout de suite lui passer la parole pour planter le décor, le patron du service public, j'allais dire, principal concerné, France Travail, et auquel je voudrais proposer d'introduire l'échange sous 2 angles différents. D'abord, celui de la transformation numérique et de comment vous utilisez l'IA à France Travail pour faire votre boulot, aider les gens à trouver de l'emploi. Et aussi, plus généralement, par les données que vous avez, le regard unique que vous avez sur le marché du travail en France, peut-être nous éclairer sur quelques premières tendances. Que fait l'IA au marché du travail? Comment elle rebat les cartes? Comment elle refait les règles du jeu? Thibaut Guilhuy, je vous laisse la parole. Bon, merci, bonjour à toutes et tous. Alors c'est toujours très compliqué de dire un petit mot d'introduction
pour ensuite, après d'ailleurs, aller dans le débat, parce que je vais me faire démentir évidemment par tous ceux avec qui on va pouvoir échanger. Peut-être rapidement dire, et je pense qu'on l'a entendu depuis ce matin, évidemment, l'IA est une vague de fond, ça transforme évidemment la donne sur le marché du travail comme sur énormément d'enjeux. Ça change, ça bouscule les métiers, ça bouscule les compétences, mais ça ne conduit pas à un monde sans travail. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et d'ailleurs, quand on regarde les pays dont l'empreinte de l'intelligence artificielle est la plus forte, et nous c'est ce qu'on regarde aussi un petit peu, eh bien, on voit par exemple aux États-Unis que la dynamique de création d'emplois peut être assez importante malgré justement l'IA. Ça conduit en revanche à un monde du travail différent. Et ça, on le voit dans tous les métiers, d'ailleurs y compris dans les métiers manuels dont parlait Philippe Aghion, tous les métiers sont touchés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc on a un vrai enjeu de pouvoir accompagner évidemment la formation, l'employabilité, l'upskilling, comme ils disent les Américains, pour que les personnes ne soient pas dépassées et puissent continuer de chercher un emploi. Donc si les métiers ne disparaissent pas, les tâches, elles, bougent. Et ça, c'est l'élément clé de notre accompagnement. On a aussi des nouveaux métiers qui arrivent, je pense qu'on pourra y revenir, mais les prompt engineers, les AI product managers, et moi je pense aussi tous les métiers de l'éthique, probablement que le représentant de la CFDT en parlera. En tout cas, nous, à France Travail, c'est très important d'accompagner l'éthique, parce que si on veut développer l'IA, il faut une IA de la confiance. Et donc, tous les métiers autour du traitement de la donnée, de la protection de la donnée, de l'éthique, sont des enjeux qui sont très importants. Peut-être de vous dire que aussi l'impact, et c'est là où les données d'analyse sont importantes, l'impact est très différent. On voit bien que ça touche aujourd'hui plus fortement les métiers de cadre que les métiers de production. On voit bien aussi que ça touche, et on a une attention particulière dans la région Hauts-de-France avec les équipes de la région, mais à France Travail, sur l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. L'année dernière, il y a une baisse de 11% de la dynamique d'emploi des jeunes sur un pays comme les États-Unis. Et on voit bien, on le sent bien que ce phénomène-là, on le voit dans nos données. On le voit aussi sur des secteurs qui étaient déjà numérisés et qui accélèrent plus rapidement. Et on voit aussi les grandes entreprises qui adoptent vite, là où on a un vrai enjeu sur les TPE et les PME. Donc, évidemment, c'est un défi humain auquel France Travail est confronté, je dirais, effectivement au cœur du réacteur. En tout cas, c'est ce qu'on a décidé d'être. D'abord, pour améliorer nos services aux entreprises, aux TPE et aux PME, pour améliorer nos services aux chercheurs d'emploi et pour aussi améliorer les conditions de travail de nos conseillers. Parce que comme tout service public, on a aussi accumulé beaucoup de bureaucratie, beaucoup de charges administratives et tout ça, c'est un poids qui occupe nos équipes plutôt que de servir les gens. Et donc, on cherche à désadministrer, à simplifier grâce à l'IA pour remettre du temps humain là où on en a besoin pour ceux qui en ont le plus besoin. Très concrètement, déjà nous, c'est 2800 personnes qui ont été libérées d'une certaine manière, si je peux exprimer cette expression, de ce temps bureaucratique et administratif en 2 ans pour les mettre devant des mamans au RSA, des jeunes en difficulté et leur donner des véritables chances de retrouver de l'emploi. Donc vous voyez, on voit en l'IA une capacité plutôt à réhumaniser nos métiers plutôt qu'à les artificialiser. Le deuxième enjeu que nous avons, c'est d'être aussi dans nos services plus simples, très concrètement. Vous allez remettre l'humain, c'est ChatFT Écoute. Ce que nous pensons, c'est que nous allons supprimer l'ordinateur entre le conseiller et la personne. Ce que la révolution informatique a fait il y a maintenant 30 ans, c'était de déshumaniser finalement, d'intermédier la relation. Et bien maintenant, on supprime l'ordinateur, on écoute la personne et finalement les formulaires et les données sont enregistrés automatiquement. Donc pour nous, on le voit comme une occasion de réhumaniser. Ça sera intéressant d'en discuter tous ensemble. C'est aussi du concret. On a signé d'ailleurs avec Xavier Bertrand ce matin un accord sur MatchFT. Imaginez les offres d'emploi qui arrivent à France Travail. On analyse qui sont les personnes qui sont les plus sujettes à pouvoir répondre à ces offres. Et ensuite, on entre en conversation avec les personnes pour savoir
si c'est conforme à sa disponibilité personnelle et professionnelle, si en matière de mobilité, elle va pouvoir se déplacer, si démarrer à 6 heures du matin, ce n'est pas un problème, si les qualifications sont bien obtenues. Et donc, amener les bonnes personnes et augmenter les opportunités pour les chercheurs d'emploi, ça, c'est Match FT. Ça existe maintenant dans 6 régions et on généralisera ça d'ici la fin de l'année. Donc, l'IA, c'est aussi du concret dans un service public comme France Travail. Ensuite, c'est aussi transformer nos organisations. Alors, on n'a pas attendu l'IA pour se poser la question de transformer nos organisations pour qu'elles soient moins bureaucratiques. Réduire les strates hiérarchiques, simplifier les process, c'est un enjeu avec ou sans l'IA. Mais si on ne fait pas ce travail-là dans nos services publics, dans nos administrations, dans nos entreprises, on ne pourra pas bénéficier des impacts de l'IA. Donc, l'IA est un outil, mais c'est la culture de nos organisations, c'est l'organisation de nos organisations, c'est les organisations qu'il faut aussi qu'on change pour pouvoir bénéficier à plein de ça et d'avoir des organisations plus efficaces. Et puis, donc améliorer les services, revoir nos organisations, mais c'est aussi, on a entendu parler d'Europe. Alors moi, je ne parlerai pas de méthode chinoise comme Robin Rivaton, mais effectivement, le défi, c'est d'en faire bénéficier tout le monde. Et ça, c'est le troisième pan que nous avons dans le cadre de la stratégie IA pour tous portée par le gouvernement. C'est permettre à chacun d'être formé à l'IA. Et là, on a des propositions et on pourra y revenir aussi ensemble. D'abord, l'IA de premier niveau. Permettre à n'importe quel chercheur d'emploi, n'importe quel actif, n'importe quel salarié de se saisir des outils de base pour que dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, il puisse activer en confiance et en sécurité les outils de l'IA. Deuxièmement, et ça c'est des centaines de milliers de personnes qui sont déjà formées, et maintenant ce qu'il faut c'est qu'on organise le passage à l'échelle, main dans la main avec les collectivités. Le deuxième enjeu, c'est de former et de proposer des modules de formation systématiques, repenser la formation à tous les métiers en intégrant les briques IA qui sont nécessaires. Et donc ça c'est aussi un enjeu clé. Et le troisième élément, et on fera comme les Chinois, c'est qu'on va essayer de proposer, vous savez à France Travail, on a 896 agences partout en France. On est un maillage pour toutes les petites entreprises et donc on va bosser ensemble pour proposer une formation aux TPE, à l'artisan, aux commerçants, à la petite entreprise qui a besoin de pouvoir utiliser l'IA pour se simplifier la vie, pour faire sa facturation, pour pouvoir, pourquoi pas, aller à l'export là-dessus. Donc c'est du concret. Donc vous voyez, transformer les organisations, mieux servir le public, faire des économies si on peut et ensuite former. On a entendu les Européens, je peux vous dire que ça c'est aussi, et c'est sur ça que je conclurai, on ne le fait pas tout seul. L'IA, la difficulté c'est que c'est beaucoup d'investissement. Donc ce n'est pas France Travail tout seul qui va réussir. On développe nos outils avec l'ensemble des partenaires du réseau pour l'emploi. Autant innover une fois pour tous et le faire aussi avec les Allemands, les Belges, les Estoniens, les 27 services publics européens. Et d'ailleurs à Vivatech, ils seront une bonne quinzaine à nous rejoindre puisqu'on développe aussi ces outils-là ensemble. C'est la promesse concrète d'une souveraineté française et européenne. Voilà ce que je tenais à partager de la dynamique de France Travail au service de tous les projets que vous portez. Merci beaucoup Thibaut Guilluy, merci de nous rejoindre pour ce panel. Je crois que c'est une très bonne manière de commencer cette discussion sur l'IA et l'emploi, de parler d'IA dans un service public où elle rapproche les gens de l'emploi. C'est prendre le sujet en fait sous un prisme qui est inhabituel. Et je crois que c'est très important aussi ici à Lille aujourd'hui d'avoir le témoignage de ce que c'est que déployer de l'IA dans un grand service public où jusque récemment, la seule petite musique qu'on avait entendue sur le sujet était celle du DOGE, était celle du département de l'efficacité gouvernementale. On va mettre de l'IA à la place des services publics. Or, vous faites exactement l'inverse. Vous dites, on remet des gens face à des demandeurs d'emploi, comme peut-être on peut imaginer que demain, on remette des soignants là où on a besoin, on remette des écoles là où elles ont fermé, grâce à ce gain. Je trouve que c'est une perspective qui est vraiment intéressante pour ouvrir le débat. Je voudrais tout de suite me tourner vers mon voisin Sébastien Misov, qui est un visage bien connu de la tech en France, 20 ans chez Google, dont vous dirigez aujourd'hui la branche française. Et je voudrais vous citer un collègue, l'un de vos collègues, économiste en chef de Google DeepMind, Alex Imaz, qui déclarait tout récemment dans un podcast que je vous recommande, le Dwarkesh Podcast, il n'y a aucun lien établi entre déploiement de l'IA et suppression d'emplois. J'aimerais vous demander si c'est aussi votre constat, à la fois chez Google et puis dans les entreprises ou services publics que vous accompagnez. Vous avez par exemple un partenariat avec France Travail. Est-ce que vous souscrivez à l'analyse de votre chef économiste ?
Merci beaucoup. D'abord, merci à Xavier Bertrand et merci de nous réunir aujourd'hui. Ce sont des débats précieux à un moment particulièrement important. Et oui, je souscris absolument à cette vision que partage l'économiste de Google dont vous parlez. Il y a peut-être 3 façons de répondre à cette problématique principale. La première, si je prends mon expérience de chef d'entreprise et de ce que je constate aujourd'hui chez Google, quand j'ai commencé il y a 20 ans, la moitié des tâches de mon équipe étaient de mettre des mots-clés pour accompagner des entreprises, leur permettre de trouver ces mots-clés qui allaient développer leur activité. Il y avait 50 personnes qui accompagnaient les entreprises françaises. 20 ans plus tard, on n'est pas 50, il y a 500 personnes qui développent ces entreprises en France, mais cette tâche-là n'existe plus, elle a été automatisée et c'est des nouvelles tâches qui évoluent. Donc vraiment, ne pas parler de job, mais de réaliser que dans la vie de tous les chefs d'entreprise, les tâches continuent à évoluer, qui est ma propre observation sur ce que je vois. Le deuxième sujet, et Thibault en parlait, qui était, si on regarde les chiffres macro, regardez les chiffres qui ont été partagés au mois d'avril aux États-Unis, il y a eu 700 000 jobs créés en plus au mois d'avril. Merci beaucoup. 700 000 jobs créés en plus aux États-Unis. Donc on voit un nombre de créations de jobs très important et paradoxalement, on voit qu'il n'y a pas autant de recrutement et les recrutements sont en baisse. Et ça parle vraiment de cet enjeu de formation, de faire en sorte de préparer à ces ouvertures de rôle qui existent, d'avoir les bonnes personnes. C'est ce dont Thibault parlait tout à l'heure, sur des compétences spécifiques dont on a besoin, mais un vrai enjeu de formation qui est absolument capital. Et puis revenir, Philippe Aguillon en parlait, sur les enjeux de compétitivité. C'est vrai pour Google et c'est vrai pour beaucoup des entreprises avec lesquelles on travaille. Si je prends des exemples de PME, Vent de Voyage, qui est une PME à Dinard, qui se dit je veux développer mon activité, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources d'arriver à me développer, utilise des outils basés sur de l'intelligence artificielle qui leur permet de traduire le site, de se développer et en quelques mois ils passent de 10% de leur chiffre d'affaires à l'export à 30% en développant ces outils. Et donc je pense que c'est l'enjeu absolument clé, que ce n'est pas de la technologie pour la technologie, c'est de répondre à des vraies problématiques qu'ont les entreprises, aller trouver des personnes qui ont les bonnes compétences grâce à cette formation et faire en sorte de réunir les deux. On va revenir sur le sujet de formation sur lequel j'aurais aussi une question à poser, mais je vous propose que d'abord, on entende 2 autres points de vue pratiques de dirigeants d'entreprise. Peut-être d'abord Mathieu Grimont-Pré, ça s'est passé comment chez Leroy Merlin, la mise en place de l'IA, la transformation IA dont vous avez été chargé. Je sais que vous gérez un catalogue de produits qui est considérable, hein, on parle de millions différents, et vous avez été chargé de déployer un système d'IA. Comment ça s'est passé? Est-ce que concrètement ça a amené à remplacer des gens? Est-ce que ça a fait évoluer leur métier? Comment vous êtes débrouillé? Bonjour à tous, merci Alexandre pour la question. En fait, moi j'ai un peu un sentiment de déjà-vu. Ça fait 20 ans et plus que je suis chez ADO, Leroy Merlin, et à l'époque on nous avait dit ça va être la retail apocalypse. L'e-commerce va vous détruire et puis il n'y aura plus rien. Et force est de constater qu'on est encore là, et bien même. Et en fait, derrière ça, il y a des nouveaux business models. Et moi je suis convaincu que l'IA, ça va être aussi un nouveau business model. Et ça nous démontre déjà que ça nous permet de grandir, de scaler, on utilise ce terme souvent. Et c'est ce qui nous a permis justement de passer de 60 000 articles à 7 millions. Parce que quand on a un travail de retailer, de trier, de proposer une gamme, de proposer des articles à des clients, à un customer, et ben en fait, avec 7 millions, on ne peut pas le faire à la main. Ça devient impossible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire intelligemment. Et donc, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui se sont mis à côté, qui nous ont permis de créer ces nouveaux catalogues et cette personnalisation associée à la technologie. Mais ça n'enlève pas que notre client est toujours le même. Notre client est un humain. Notre client, il veut une combinaison de choses. Et aujourd'hui, il n'est pas uniquement e-commerce, il est omni-commerce, on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il commande des produits Leroy Merlin, des produits de la marketplace, parfois online, parfois en pick-up in-store, parfois dans les magasins. Et nous, notre job, c'est justement de fluidifier tout ça. Parce que ce qu'il y a de plus important pour créer des emplois et créer de la valeur, c'est d'être toujours compétitif. Et je pense que c'est ça que l'IA nous permet, mais comme avant les autres technologies, rester compétitif et rester très customer-centrique. Et si le client veut plus de produits, on s'arrange et on lui propose plus de produits. Et s'il veut la relation en magasin plus humaine, on travaille et on fait ça pour ça.
Merci beaucoup Mathieu. Je me tourne maintenant vers votre voisine Constance Névoret. Alors vous, c'est un autre secteur, c'est le secteur du conseil. On en parlait en préparant ce panel. C'est un secret pour personne que dernièrement, je ne vais pas citer de nom, mais certaines grandes firmes de votre métier ont annoncé des baisses d'effectifs en les justifiant par le déploiement de l'IA. Ça n'est pas votre choix chez Mantoux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la philosophie, le calcul économique qu'il y a derrière et comment vous avez géré cette transformation? Alors on l'a déjà répété plusieurs fois, mais il est certain qu'aujourd'hui, notre marché il est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer de façon assez rapide. Mais c'est avant tout, ce qu'on observe aujourd'hui, une vraie transformation du monde du travail à laquelle on assiste. La seule différence, j'aurais envie de dire, par rapport aux révolutions du travail précédentes, c'est qu'elle se fait de façon encore plus rapide que ce qu'on pouvait observer auparavant. Et dans ce contexte-là, finalement, les entreprises, elles ont deux solutions. Soit, en fait, on subit cette transformation du travail, soit on est en capacité de l'anticiper et on est en capacité de pouvoir transformer nos organisations, de s'adapter pour faire en sorte de pouvoir s'adapter donc à ce nouveau marché qui est en train d'être complètement disrupté. Et là, je pense que le gros enjeu pour les organisations, pour les entreprises, c'est de faire face à un risque. On fait face à un risque de polarisation quand même assez fort. Hein. Je crois que Thibaut Guilluy le précisait tout à l'heure, il y a une polarisation forte entre les entreprises. Il y a même un risque de polarisation forte entre les pays. Et puis même au sein même des entreprises, il y a un risque de polarisation assez fort si on ne prend pas assez tôt, comme Sébastien le disait, le virage de la formation pour tous. Et je pense que l'enjeu du débat aujourd'hui, il est ici, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir proposer à tout le monde de progresser avec l'intelligence artificielle plutôt que de le subir. Et je me permets un petit point additionnel. On parle beaucoup des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et c'est nécessaire de les mentionner parce qu'ils sont là, il y en a, évidemment. Mais il y a aussi les opportunités. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est que finalement, à tout moment de transformation des règles du jeu, transformation du monde du travail, il y a aussi des nouvelles opportunités pour pouvoir justement réécrire les règles du jeu et puis faire en sorte qu'on arrive à rééquilibrer certaines situations. Et je me permets un point parce que je pense qu'il est assez absent des débats, mais c'est en particulier la place des femmes et des dirigeantes dans la transformation liée à l'intelligence artificielle. On est un peu en train d'évoluer et de changer d'ère. La première ère, c'était l'ère finalement de la conception de l'intelligence artificielle. Les femmes étaient absentes, quasiment absentes du débat. Il y a seulement 12% de femmes dirigeantes dans des organisations, dans des entreprises tech ou scientifiques. Et là, on est en train de rentrer dans une ère de transformation des organisations avec l'intelligence artificielle. Et donc, ça requiert des compétences assez différentes en fait, de la première ère. Et je crois fondamentalement que c'est aussi un moment pour les femmes d'avoir leur place aussi dans les instances de direction, de décision, dans ce moment d'évolution de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut effectivement vous applaudir. J'imagine, Luc Mathieu, que dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui doivent avoir de l'écho avec les réflexions que vous conduisez à la CFDT. D'abord, peut-être le parallèle avec d'autres grands changements technologiques, la fameuse apocalypse, le e-commerce dans les années 2000, le risque de polarisation, le risque, même si ça a été plutôt démenti par les autres intervenants, de grands remplacements ou de destruction d'emplois. Vous, en étant conscient qu'on n'a peut-être pas encore toutes les données, vous, quel diagnostic posez-vous aujourd'hui en 2026 ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Merci d'avoir intitulé aussi la séquence l'IA avec nous, parce que je pense que c'est pas juste symbolique. Alors, comme vous l'avez dit, la CFDT, elle se préoccupe des impacts des évolutions technologiques depuis longtemps. Elle avait produit en 1977 un bouquin qui s'appelait « Les dégâts du progrès ». Bon, alors moi, je ne vais pas venir ici vous parler des dégâts de l'IA, parce que c'est pas le sujet. L'IA, sa caractéristique, c'est qu'elle tire avec elle toute une série d'enjeux qui sont importants. Alors évidemment sur la question de l'emploi en général que je vais détailler, mais aussi des enjeux éthiques dont on ne parle pas assez à mon sens, parce que du coup, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'IA pour surveiller les gens? Est-ce qu'on a y compris le droit d'utiliser l'IA pour tuer des personnes?
puisque c'est aujourd'hui les conflits qui ont lieu posent aussi cette question. Éthique, sécurité, cybersécurité, des impacts environnementaux. Il y a des impacts environnementaux qui sont considérables tirés par l'IA. Et puis il y a la question de l'emploi, sous 3 axes. La question évidemment du volume d'emploi. Est-ce qu'il va y avoir un carnage social à cause de l'IA? Là, je vais vous dire, ça dépend d'un certain nombre de réponses et à des questions que je vais poser ensuite. Évidemment, des impacts sur la question du contenu des emplois, c'est-à-dire quelles sont les compétences mises en œuvre, comment les compétences nécessaires dans le cadre de l'IA, elles sont transformées, donc quelle formation professionnelle, et y compris quelles ressources on met pour reconvertir des salariés qui verront leur métier disparaître, parce que oui, il y aura des métiers qui vont disparaître avec l'IA, mais j'allais dire que ça, c'est la vie économique. Moi, je suis issu du secteur de la banque. Quand je suis rentré il y a maintenant très longtemps dans la banque, il y avait quasiment 30% des effectifs qui étaient consacrés au traitement du chèque. Tous ces métiers ont totalement disparu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des impacts majeurs en termes de baisse énorme d'effectifs, etc. Mais peut-être que la première question à se poser quand on est dans une entreprise et qu'on veut... parce qu'il y a beaucoup de marketing quand même sur le sujet, hein, c'est quelle finalité on met derrière des projets d'IA. C'est-à-dire, l'IA dans mon entreprise, pourquoi faire? Quelles sont donc ces finalités? À quoi est-ce que ça va servir? Qui va s'en servir? Comment on va s'en servir? Etc., etc. Moi, j'ai été très marqué par une étude qui est parue l'année dernière au MIT qui disait que 95% des projets d'IA aux États-Unis n'allaient pas au bout, n'allaient pas en production parce que justement on n'avait pas suffisamment réfléchi à la question de la finalité et à la question du projet. Donc voilà, donc nous ce qu'on dit simplement c'est que ça va beaucoup transformer. Il y a des initiatives, il y a même y compris sur la formation professionnelle une initiative gouvernementale qui s'appelle Oser l'IA et qui veut massifier la formation, ça a été indiqué par certains. Voilà. On a tous les outils, ou quasiment tous les outils, pour traiter la question de comment est-ce qu'on installe dans les entreprises la question de l'IA, parce que, je veux dire, en termes ça s'appelle le dialogue social, tout simplement. Un dialogue social qu'on peut décliner à la fois au niveau interprofessionnel, à la fois au niveau des branches professionnelles. On devrait s'occuper dans les branches professionnelles de regarder comment est-ce que les métiers du secteur en question vont être impactés par la question de l'IA et donc qu'est-ce qu'on met en place en termes notamment de formation professionnelle. Le dialogue social aussi territorial, puisque c'est aussi sur les territoires qu'on va transformer, en particulier reconvertir un certain nombre de salariés. Or, il y a des choses qui existent dans les régions, et en particulier dans la région de France qui s'appelle transition professionnelle, dans lequel on prend des salariés qui doivent bouger en lien ou pas avec l'IA, c'est pas le sujet, mais et on les reconvertit sur d'autres emplois. Et puis, il y a le dialogue social au niveau des entreprises. Et moi, ce que je note, c'est qu'on est un peu défaillant en matière de dialogue social aujourd'hui dans les entreprises, parce qu'on produit beaucoup de chartes, mais des chartes, c'est d'abord un document unilatéral de l'employeur, j'allais dire. Hein. C'est pas le résultat d'une négociation. Or, il y a une nécessité de parler collectivement autour de ça. Quelles sont les finalités du projet? Comment, lorsqu'il y aura des gains de productivité, comment est-ce qu'on va... à quoi on va affecter les gains de productivité s'ils s'avèrent pertinents? C'est-à-dire... si j'utilise les gains de productivité pour réduire intégralement, si j'utilise intégralement les gains de productivité créés pour réduire mes coûts, ça va forcément avoir un effet en termes d'emploi, par exemple, en termes y compris de contenu des emplois ou de conditions de travail. Donc voilà, je pense il y a assez peu d'accords quand même, hein. Il y a une quinzaine d'accords sur l'IA aujourd'hui. Le Centre d'études de l'emploi, il y a 2 ans, avait dit que dans un accord sur 1000, il y avait l'utilisation du mot numérique ou intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il est absolument nécessaire de faire plus de dialogue social sur ce sujet. Alors, il y a du pain sur la planche. Avant de faire intervenir le panel, je crois que c'est très important qu'il y ait une discussion avec le panel sur ce sujet. Peut-être en 5 minutes, il y a un mot qui est revenu en facteur commun, je dirais, des 5 interventions, c'est la formation.
sent que c'est le nerf de la guerre. Et je voudrais quand même qu'on soulève un peu le capot sur cette question. Parce que, et là je me tourne vers Sébastien Missoff. Qu'est-ce que ça veut dire, se former à l'IA? Je sais que Google est très actif dans ce domaine. Mais en gros, à quoi il faut se former? À quelles compétences, quels outils, si on veut s'éviter, je ne sais pas si on parle d'obsolescence programmée pour des gens, mais enfin, si on veut rester dans le coup. J'aimerais revenir aussi sur le mot de finalité dont vous avez parlé, qui est tellement important. J'ai commencé ma carrière en Grèce, où j'ai vécu 4 ans. Dans la langue grecque, il y a 2 mots, 2 verbes pour le mot travailler, doulevo et ergazomé. Je ne sais pas s'il y a des hellénistes dans la salle. Doulevo, c'est la notion de tâche répétitive, qui est un travail alimentaire, et ergazomé, qui est la notion de ergo, et à travers le ergo, je donne un sens à ma vie, mais on est dans une finalité qui n'est pas juste un travail, mais qui est aussi quelque chose de plus profond, et je pense dans les enjeux de finalité, qui est le sens qu'on donne à notre travail, qu'on donne à notre vie, qui est un élément tellement important et je pense au cœur de ce dont on parle. Ensuite, très concrètement, sur quelles sont les formations qui vont m'aider non seulement à avoir un emploi, mais à avoir un emploi qui a du sens pour moi. Il y a vraiment 2 catégories de formations sur lesquelles on travaille. La première catégorie, c'est pour comment on accompagne les demandeurs d'emploi, d'avoir les formations pour les jobs de demain qui vont leur permettre d'aboutir à avoir un travail rapidement. Et puis, toutes les formations qui sont liées aux entreprises, aux PME, aux grandes entreprises, aux différents métiers, pour leur expliquer comment la technologie va leur permettre de répondre à des solutions spécifiques, qui était ce que j'évoquais par exemple sur cette start-up en Bretagne qui est en train de développer des sacs avec des voiles et comment on les accompagne sur l'export. À l'intérieur de ces 2 enjeux, l'enjeu est évidemment de toucher tous et tous. Et Thibault en a parlé au début, qui est un point important. Ça fait plus de 10 ans côté Google qu'on est partout dans les territoires. On a formé plus d'1 million de personnes. On a formé 67 000 personnes dans les Hauts-de-France avec ces 2 objectifs. Donc à quoi ça ressemble? Si on est aujourd'hui chez France Travail, on va avoir une discussion. On a des personnes qui ont certaines compétences. On voit des demandes de jobs qui sont ouvertes. Et l'idée est de faire cette connexion et on propose des certifications Google qui permettent, avec cette certification, de faire en sorte que des personnes qui sont presque prêts pour certains de ces jobs vont avoir un job demain. Et donc, c'est tout un travail de ces certifications en 3 mois, en 1 an, qui vont leur permettre d'aboutir à un emploi. Donc ça, c'est le premier enjeu qui est absolument clé pour arriver à réconcilier les 2. Et puis le deuxième, c'est toutes les PME, toutes les entreprises, les exemples qu'on parlait aujourd'hui, avec un besoin significatif de structurer ces données, d'aller toucher des nouvelles audiences à l'international, de traduire son site. Et donc là, l'enjeu clé est de former ces entreprises pour leur expliquer, pas de la formation pour la formation, mais de comment, une fois qu'elles ont présenté un problème spécifique, on va les accompagner. L'exemple le plus flagrant que j'avais vu était des tailleurs de pierre qui travaillaient, qui n'ont pas besoin d'IA sur leur métier, mais à la fin de la journée ont besoin de faire un tableau pour faire des devis. Ils prennent en photo tout ce qu'ils ont écrit à la main, ça fait un tableau et ça leur permet de faire le prochain devis et de gagner un temps considérable, de se coucher plus tôt le soir parce qu'ils n'ont pas arrivé. Donc c'est vraiment partir de la finalité, partir du problème à résoudre et à partir de là, délivrer ces formations. Un commentaire rapide, Constance Névoret, avant qu'on passe la parole au panel, peut-être Thibault Guilhuy aussi, puisque formation, c'est aussi votre métier. Constance? La formation, c'est effectivement un enjeu clé aujourd'hui. Il y a 77% des dirigeants qui considèrent que c'est leur enjeu principal s'agissant de transformation d'intelligence artificielle. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est que nous, ce qu'on observe au quotidien, c'est que souvent, ça reste quelque chose d'assez théorique. Il y a beaucoup de programmes de formation qui sont dispensés dans les entreprises, mais très théoriques, alors qu'en réalité, le vrai enjeu, il est dans la réorientation des compétences. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas du tout encore pris ce tournant. Je crois qu'il y a seulement 7% des organisations qui considèrent justement que l'upskilling ou la réorientation des compétences est clé et qui ont commencé à mettre en place en fait, dans leurs organisations ces programmes-là. Et tout l'enjeu, il est vraiment là. C'est comment, au-delà de la formation, comment est-ce qu'on repense les métiers? Comment est-ce qu'on fait en sorte de réinventer les différents processus métiers grâce à l'intelligence artificielle et pas juste en donnant des formations généralistes. Et le deuxième point qui me semble important aussi, c'est qu'on parlait de formation, mais avant tout, finalement, le point derrière, c'est aussi la question des compétences et de quelles compétences on a besoin pour pouvoir réussir cette transformation d'intelligence artificielle.
Et nous, ce qu'on observe chez Mantoux, c'est le fait que les profils dont on a besoin aujourd'hui sont des profils beaucoup plus hybrides que ceux qu'on avait auparavant. Avant, on avait des profils plutôt experts de l'intelligence artificielle, un peu plus techniques, technologiques. Et là, on a plutôt besoin de personnes qui arrivent à faire les ponts et les liens entre, d'un côté, les métiers, qui ont une bonne connaissance métier, et également, évidemment, une bonne connaissance de ce que peut procurer en termes d'opportunités l'intelligence artificielle. Et ces profils hybrides, aujourd'hui, ils sont assez difficiles à trouver, et ça va être un des enjeux aussi demain des systèmes éducatifs, d'être en capacité de pouvoir les former. Puis je finirai juste sur un dernier point positif à ce niveau-là, c'est que j'ai vu que très récemment, l'ESCP, par exemple, hier, a annoncé la création d'une école dédiée justement au fait de pouvoir former ces fameux profils hybrides qui manquent aujourd'hui. Donc on voit que c'est un sujet qui commence à être présent dans le débat au niveau des pouvoirs publics et au niveau des systèmes éducatifs. Donc au fond, Thibaut Guilluy, pour trouver du boulot aujourd'hui, il faut être bon dans ce qu'on fait, et en plus, il faut être bon en IA aussi. En tout cas, il faut pouvoir faire le pont entre les deux. Oui, et comme on a peu de temps, je ne vais pas revenir sur à quoi il faut former, ça a déjà été bien dit. En revanche, ce qui nous intéresse à France Travail, c'est de regarder dans le passé ce qu'on a raté collectivement. Et on a quand même parlé pendant 20 ans de fracture numérique. Et donc pourquoi en fait il y a eu de la fracture numérique et comment on fera pour qu'il n'y ait plus de fracture IA. Et donc trois points qui me semblent essentiels. La première, c'est de penser les formations en mode agile. Parce que la formation à l'IA qui vaut pour aujourd'hui, probablement dans 6 mois ou dans 1 an, sera peut-être déjà un peu dépassée. Donc plutôt des petits modules de micro-learning qui sont adaptables, adaptatifs en permanence et accessibles au plus grand nombre. La deuxième chose, c'est d'arrêter de couper et de saucissonner les approches. Et d'ailleurs, France Travail, c'est plus l'agence du chômage qui s'occupe que des chercheurs d'emploi, c'est ceux qui doivent accompagner toutes les Françaises et les Français, du plus jeune jusqu'à la retraite, dans sa carrière professionnelle. Et donc, en fait, former les actifs, qu'ils soient en recherche d'emploi, comme les travailleurs. Et donc ça, c'est important pour qu'on ait une vision globale. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a beaucoup cumulé les initiatives. On a formé 100 000 personnes ici, 300 000 personnes là. Je pense que là, ce qu'il faut, c'est plutôt se fixer comme objectif de dire c'est 100% des Français. Et comme tout le monde est inscrit, et donc c'est effectivement la stratégie portée de l'IA pour tous, et donc on va s'attacher à ce que 100% des inscrits à France Travail, systématiquement, on puisse identifier avec eux quels sont leurs besoins et leur proposer une formation de manière systématique. Donc il y a un enjeu d'industrialisation qui est essentiel. Et ces trois approches-là, elles ne peuvent être que collectives avec l'ensemble des acteurs de la formation, qu'ils soient ou non en entreprise. Je pense que l'agenda de la conférence sociale de rentrée va être nourri. Je me tourne tout de suite vers le panel parce qu'on fait signe et je crois qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Peut-être on va les prendre en une seule vague pour permettre aux intervenants de réagir. Oui, merci Alexandre. En effet, sur cette discussion, évidemment, tout le monde voulait réagir. C'est un sujet qui nous touche tous. J'ai trois questions spécifiquement qui prennent par différents bouts de la chaîne. Une étudiante, un jeune fondateur de PME et une institutrice. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Pénélope, qui est étudiante en médecine. Bonjour à tous. La question que je voulais poser, c'est que visiblement, depuis le début de la journée, il semble qu'il y a une espèce de consensus sur le fait que l'IA va permettre de supprimer les tâches répétitives pour permettre aux humains de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et les tâches humaines. Or, jusqu'ici, les tâches répétitives, c'était plutôt le travail des juniors dans une entreprise, le travail des premiers emplois. Et d'ailleurs, dans beaucoup de filières, c'était considéré comme un passage obligé pour se faire une expérience et ensuite pouvoir accéder au poste un peu plus haut. Donc, on voit déjà qu'il y a des secteurs où les juniors ont des difficultés à trouver de l'emploi parce que leur travail spécifiquement est remplacé par l'IA. Donc, ma question, ça va être comment continuer à assurer une progressivité des carrières dans des secteurs où les IA auront pris le travail des juniors. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, une question de Amine, qui a créé une PME dans la région. Bonjour, je vais me lever. Je vais corriger juste, je suis repreneur d'une PME. Donc globalement, c'est une société qui a été créée à 20 ans, qui s'appelle Biomedica. On est innovant dans le secteur de la radioprotection et de la physique médicale. Donc globalement, c'est 25 salariés à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille.
Et en fait, il y a un sujet qui a été abordé tout au long de la journée, qui est que on va pouvoir optimiser des entreprises, créer de la valeur, réussir à justement réallouer des ressources, surtout pour les grandes entreprises ou des petites startups qui vont se lancer, qui n'auront pas besoin d'avoir un grand effectif. Mais aujourd'hui, justement, quand on reprend une entreprise, on se rend compte d'autre chose. On reprend une entreprise qui a du passif, qui a des tas de mauvaises méthodes, enfin, qui ont un peu vieilli. Moi, à l'espace d'un an, j'ai dû digitaliser avant de faire entrer de l'IA. J'ai dû passer de facture papier à de la facture automatique. Et c'est chronophage au possible. Le sujet, c'est que une PME, en fait, ça n'a pas des ressources infinies. On peut former des travailleurs à utiliser l'IA, mais comment on fait pour avoir les ressources pour transformer l'entreprise et pas juste, bien joué, tout le monde sait utiliser ChatGPT à son poste. Mais en fait, personne n'est en train de vraiment transformer le fond de la boîte et faire en sorte que nos process sont vraiment meilleurs pour gagner du temps, gagner de la ressource et être plus compétitif. Donc voilà, la question au fond, c'est comment faire en sorte que dans cette histoire, il n'y ait pas que les grandes entreprises ou les petites startups qui prennent, mais aussi des PME qui arrivent à optimiser leurs ressources. Voilà. Merci Amine. Une dernière question de Asselomi, qui est professeur des écoles. Bonjour. Alors moi je voulais rebondir un petit peu par rapport à ce qui a été dit et précisément sur les propos de Monsieur Luc Mathieu qui se posait la question de quelle finalité d'intégrer l'IA dans certaines entreprises. Et là je voudrais ramener cette question à l'éducation plus précisément. On sait que l'école a 3 objectifs principaux, c'est de sociabiliser, faire des activités aux enfants et étudiants et cultiver l'art de la maïeutique. Si on a bien compris, l'éducation de demain, formée donc par rapport à l'IA, ne consistera plus uniquement à analyser les résultats obtenus, mais quel processus, c'est-à-dire quelle manière l'étudiant a utilisé l'IA pour arriver donc à un tel résultat. Donc ma question est quelle école penser donc pour demain et également pensez-vous qu'il est obligatoirement, nécessairement d'intégrer l'IA dans les méthodes d'enseignement. Merci. Merci pour ces questions qui donnent le vertige, d'autant plus que je vais devoir vous demander d'y répondre dans les 10 minutes qui nous restent. Donc, ce que je vous propose, c'est de refaire un dernier tour de table et en 1 ou 2 minutes chacun de répondre à une question ou en prendre plusieurs si vous le souhaitez. Tout de suite, Sébastien Missoff, vous avez une réaction ? 3 excellentes questions. J'aimerais peut-être revenir dans l'ordre. La première est la question que vous posez sur les premiers emplois, sur les jeunes, et me paraît tellement fondamentale. C'est d'abord le projet de société. Anne Bouvreau parlait de ce nouveau contrat social. Il n'y a pas de société si on n'est pas convaincu que nos jeunes, j'ai 3 enfants qui ont 21, 19 et 16, et d'être sûr qu'on le monde qu'on est en train de construire leur donnera leur place d'apprendre et de continuer à se développer. C'est absolument fondamental. Dans ce que j'observe aujourd'hui, de nouveau, c'est des tâches qui disparaissent de 7 à 77 ans. On ne le voit pas aujourd'hui dans nos métiers chez Google que ça touche particulièrement les jeunes. On investit énormément sur l'apprentissage. On est passé en quelques années de 1 apprenti à 25 apprentis et on continue à recruter des jeunes à la sortie de l'école avec des rôles qui ont évolué mais sur lesquels ils apprennent les dimensions commerciales, l'engagement avec des clients et qui continuent à se développer, mais qui est un enjeu clé, je pense, pour tous les chefs d'entreprise et dans les projets qu'on développe, de s'assurer que dans ce modèle-là, il y a une place pour les jeunes. Constance, je vous ai vu hocher la tête quand Amine a parlé de son expérience de repreneur de PME et sa difficulté à se rattacher aux problématiques de grandes entreprises. Alors je vais peut-être déjà rebondir sur ce que Sébastien disait juste avant. En fait, aujourd'hui, sur le sujet de la première thématique... Petit trou de mémoire sur la première question. Les emplois pour les jeunes, pardon. Le plus gros enjeu aujourd'hui pour les dirigeants, c'est aussi de s'assurer qu'on n'ait pas une pensée qui soit trop court-termiste. Évidemment, si on réfléchit à très court terme, on pourrait être tenté de se dire en fait, que toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée, on peut les automatiser et puis supprimer les emplois des juniors. Dans la réalité, notre objectif en tant que dirigeant, c'est aussi de porter un projet d'entreprise qui soit pérenne dans le temps
Et donc, il y a quand même une nécessité dès à présent de pouvoir intégrer les jeunes parce que justement, ils vont être en fait les managers de demain. Donc ça, je pense que c'est le premier point qui pour moi était important de rajouter. Et puis, en particulier, je me permets de prendre la question liée à l'éducation parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, pour nous dans l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les compétences de demain qui vont être les plus importantes au cœur des organisations, ce sont des compétences de capacité d'analyse critique d'un sujet. Et c'est ce à quoi je pense en particulier l'éducation nationale et l'éducation de façon générale doit préparer les jeunes de demain. C'est non seulement la capacité évidemment à savoir appréhender un monde avec intelligence artificielle et puis savoir l'utiliser, mais au-delà de ça, une énorme capacité à savoir faire le tri, une énorme capacité à savoir analyser des choses et à faire preuve d'esprit critique. Et c'est fondamental pour moi pour le monde de demain. Merci Mathieu Grimont-Pré. Une réaction? Je vais être en accord avec mes collègues à droite. Je ne pense pas que les jeunes vont être si largués que ça. Ouais. Parce que quand on regarde nos jeunes aujourd'hui avec les téléphones mobiles ou avec les consoles, ils allaient plus vite que leurs parents et ils prenaient tout de suite les technologies. Et moi qui suis maintenant depuis 25 ans dans la technologie, à chaque fois qu'on intègre un nouvel ingénieur, il apporte quelque chose que certains seniors n'ont pas. Des outils plus modernes, des raccourcis. Et donc je crois qu'ils vont naître dans ce monde-là, ils vont maîtriser ces codes-là, et ils vont même potentiellement être ceux les plus capables de l'utiliser à plein escient. Donc j'ai pas tellement peur de cet aspect-là. Par contre, je rejoins complètement Constance. Je pense que le rôle des parents et le rôle de l'éducation, c'est de développer le jugement critique. C'est d'être vraiment en capacité de faire la distinction et de continuer à avoir ce regard, ce recul sur ce que fait l'IA ou ce que propose l'IA. Et après, je fais confiance en l'homme. Luc Mathieu, une question qui vous a été directement adressée. Et peut-être, parce qu'on n'a pas pu réagir là-dessus, sur la question du partage des gains de productivité. Qu'est-ce qui vous semblerait être le début, une bonne base pour cette conversation? Je vais dire que la bonne base, c'est qu'il faut en parler. C'est ce on commence. C'est qu'il faut en parler. Or, le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Moi je voudrais d'abord revenir sur la question des juniors, parce que je trouve qu'elle est très emblématique de la question de l'IA. Parce que, en fait, le travail, c'est pas simplement une addition de tâches. Il se joue dans le travail bien autre chose que la reprise en totalité ou partiellement d'un certain nombre de tâches automatisables, etc. Moi, dans un autre sommet, parce qu'il n'y a que des sommets sur l'IA, j'ai remarqué qu'il n'y avait que des sommets régionaux, locaux, internationaux. Bon, il y a des sommets, c'est parce qu'on prend du recul sans doute. Et discuter avec une responsable d'un grand cabinet conseil international, KPMG pour ne pas les citer, qui nous parlait justement de la question des juniors, en disant nous les juniors, ils font l'ensemble de leurs tâches est repris par l'IA. Et donc on ne sait plus comment faire parce que on ne sait pas comment on passe de quelqu'un qui sort de l'école à un senior. Il manque une brique quelque part. Parce que effectivement, dans la juniorité, si vous me permettez l'expression, il se joue autre chose que simplement les tâches. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise. Une entreprise, c'est pas une somme de tâches, c'est aussi une culture, c'est aussi un collectif de travail, c'est aussi des valeurs qui sont intégrées, etc. Et que ça, c'est pas l'IA qui va la reprendre. Et donc, il faut que les entreprises se posent ces questions-là. C'est-à-dire que si je décide de totalement automatiser un certain nombre de process et de supprimer, on va dire, les emplois qui y correspondent, eh bien, je vais peut-être perdre une brique indispensable au fonctionnement du reste de l'entreprise. Voilà. Et donc, pour dire que je pense qu'au-delà de la question de la formation, de l'évolution des compétences, etc., qui sont des vrais sujets, il faut d'abord qu'on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que le travail. Et on ne parle pas suffisamment du travail, on parle beaucoup de l'emploi, de la formation professionnelle, etc., mais on ne travaille pas assez la question de l'emploi, c'est-à-dire de la question du travail, pardon. Et je crois que la question du travail, c'est une grande question et qui est encore beaucoup à explorer et qu'on ne fait pas suffisamment. Et puis après, sur la question de est-ce qu'il faut utiliser l'IA dans les méthodes d'enseignement? Alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'enseignement, pas du tout. Mais je crois qu'évidemment, ça revient pour moi, ça me fait penser à la question
finalement, est-ce que l'IA, ça rend plus con ou pas? Parce qu'il y a cette question qui a traversé. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on aurait pu avoir un panel dessus. Utiliser les outils, ça me rend plus bête ou pas? Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que le fait d'avoir un certain nombre d'outils qui font des choses quelquefois extraordinaires, ça libère aussi du temps de créativité, y compris par rapport aux activités qu'on a à réaliser. Et donc, je pense que savoir correctement utiliser ces outils, eh ben, ça fait partie de la panoplie qu'il faudra avoir dans les années et les dizaines d'années qui viennent. Et donc, je pense qu'effectivement, l'enseignement doit se préoccuper de ce sujet. Merci beaucoup. Thibaut Guilhuy, un mot de conclusion. Je crois qu'on a effectivement du pain sur la planche pour cette conférence sociale à la rentrée. Non, mais sur ce que disait Pénélope sur les juniors, alors nous on a un point d'attention effectivement, c'est qu'il y a le réflexe de temps en temps un peu court-termiste de certaines entreprises de se dire je vais faire des économies sur effectivement les premiers jobs d'entrée. Donc ça, il peut y avoir ce phénomène-là. Il ne faut pas s'en cacher, il faut le traiter. On l'a vu dans d'autres pays. Mais je pense que ça ne peut être qu'à très court terme. D'abord parce que, comme ça a été dit, en fait, ça va augmenter la capacité des jeunes et je pense que les DRH et les recruteurs vont vite se rendre compte qu'en fait, ils vont pouvoir recruter plus haut et plus rapide. Moi, un conseiller France Travail, aidé avec nos outils, il va accéder beaucoup plus rapidement à la connaissance globale des solutions sur son territoire où il sera aidé par son coach FT pour pouvoir adresser ça. Donc moi, je ne suis pas très inquiet et tous les jeunes qui m'écoutent, ils peuvent candidater à France Travail. Mais ça pose la question de l'accompagnement RH et du dialogue social dans l'entreprise pour éviter ces phénomènes-là. Moi, je ne vais pas vous parler de l'école, mais sur le deuxième point de l'institutrice, je pense, et ça c'est aussi quelque chose sur lequel on est en train de shifter avec les entreprises, c'est que finalement les compétences techniques qui étaient quand même les hard skills, qui étaient vraiment très importantes, on voit qu'elles perdent de l'importance. Et par contre, il va falloir beaucoup investir dans tout ce qui est qualité émotionnelle, relationnelle, d'empathie là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on a tissé déjà des liens avec plus de 12 000 clubs de sport. On a démarré d'ailleurs dans les Hauts-de-France avec le musée du Louvre, le lien entre la culture et le développement des compétences, le lien entre le sport et le développement des compétences est absolument clé parce que c'est ça dont maintenant les entreprises ont besoin, sur lequel elles regardent, et donc on va aussi accompagner là-dessus. Et puis pour ne pas laisser quand même frustrer notre chef d'entreprise que je félicite, parce qu'il est jeune et il se lance comme ça, et ça me rappelle quand j'étais jeune, je pense qu'il pose le sujet de la logique des communs. Et c'est ça un service public. Et le service public, il doit avoir la responsabilité de développer pour le compte de tous, parce qu'évidemment, un L'Oréal, un Sanofi, même un Leroy Merlin, il va pouvoir accéder à toutes ces compétences, à investir dans les outils, mais pas les petites entreprises, sauf si nous, on s'organise, région, chambre de commerce, France Travail, non pas à proposer plein de petites solutions, mais leur proposer des vrais services. Il pourra bientôt déposer ses offres d'emploi juste avec une vocale et on lui produira son offre jusqu'à ce qu'il trouve un candidat. Les formations, on en a déjà parlé. Et donc ça, je pense que c'est important qu'on ait une démarche collective pour que les petites entreprises puissent bénéficier à plein de cette révolution de l'IA. Bon, Amine, on vous regarde et on compte sur vous pour recruter des juniors. Merci. Il me reste à vous remercier pour la qualité des échanges du panel. Je crois que les applaudissements sont mérités. Je repasse tout de suite le relais à Fanny pour la suite du programme. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci.